Bienvenue dans La Bouche Pleine, le podcast qui fait parler l'enfant derrière chaque chef. Pas de discussion sur l'enfance d'un chef dans cet épisode, j'avais envie d'essayer quelque chose de différent. C'est donc une autre formule que j'essaye avec vous aujourd'hui. Lors de mon récent voyage à Paris, je suis parti à la rencontre de Julien Pham, le fraîchement co-créateur avec sa sœur Céline du restaurant Tontine. En fait, c'était de créer un concept de restaurant pas physique. Et je pense que c'est possible aujourd'hui. Ensemble, on a marché dans les rues de Paris à la recherche d'un lunch à emporter, puis on s'est posé chez Tontine pour parler la bouche pleine de sa nouvelle vie de restaurateur. Pour moi, qui ai comme mis beaucoup de moi et de ma personnalité ici, si quelqu'un n'était pas content, tu vois, je serais obligé quasiment de le prendre mal ou le prendre pour moi, tu vois. En fait, je vous avoue que j'ai pas choisi Julien par hasard. Déjà, c'est un ami, donc c'est plus facile quand on veut tester un nouveau format. Et ensuite parce qu'il a un petit lien avec le thème de l'enfance de ce podcast. En effet, il a coédité l'hiver dernier un livre sur l'univers de la cantine en France. Et forcément, ça m'y a réveillé beaucoup de souvenirs dans la tête du Français que je suis. Le premier repas que tu passes en dehors de ton foyer, la première bouffe que tu manges qui n'est pas la bouffe de ta maman, de ton papa, c'est à la cantine quand même, tu vois, c'est ouf. J'ai retrouvé Julien le midi dans son restaurant qui était alors en pleine préparation du service du soir. Il faut savoir que Tontine se trouve au 6e étage d'un immeuble, ce qui n'est pas super commun pour un restaurant à Paris. Et vous allez vite comprendre que c'est pas la seule convention que ce restaurant bouscule. Moi par contre je prends pas l'ascenseur donc on va descendre à Yep. Je suis monté à pied mec, je fais pas confiance aux ascenseurs qui s'allument pas. Ouais voilà, tu vois donc mais dis-toi que moi l'ascenseur le plus moderne de tous les temps je fais pas confiance donc ça je peux te dire que... Tous les jours de la semaine là tu montes à pied? Ah mais c'est trop cool mec, je suis fit de ouf. Ça fait quoi d'avoir un restaurant au 6e étage? Ça fait que tu te sens un petit peu à l'écart et c'est ce que je voulais moi aussi parce que c'est un peu un lieu atypique ici tu vois donc j'ai à la fois mes bureaux la journée et l'activité du resto le soir mais tu vois tu te sens quand même moi je me sens plus confortable dans cette situation où tu vois t'as un peu de hauteur. Mais ça va être compliqué d'en faire ramener les clients non? Il faut vraiment que les gens connaissent le resto pour venir. Non parce qu'au final on a la chance avec ma sœur qu'on nous suive pas mal pour nos activités respectives. Sur les réseaux sociaux tu veux dire? Sur les réseaux, ouais, enfin chacun, ma sœur et moi on gère notre com de notre côté indépendamment, mais c'est vrai qu'on est beaucoup associés et que les gens attendaient à ce qu'on fasse un peu un truc ensemble et du coup ça se matérialise avec ce resto. Donc c'était pas un stress? Franchement ça n'a jamais été un stress mais bien sûr c'est une responsabilité, tu prends, au fur et à mesure tu prends la responsabilité du truc parce que tu te dis y a quand même beaucoup de gens qui vont bosser en cuisine, en salle avec moi, il y a des gens qui misent sur moi aussi un petit peu pour faire en sorte que ce restaurant marche et tout. Donc au fur et à mesure tu te dis putain dans quoi je me suis engagé et tout, mais tu vois ce qui règne le plus au final, ce qui reste c'est que j'ai confiance quoi. Et il y avait des restaurants que vous aviez connus à Paris qui avaient déjà fait ce pari-là, un peu d'être pas sur la pignon sur rue, mais justement un peu à l'étage? Bah c'était déjà un restaurant le Perchoir avant. Ok c'est ça, ça s'appelait le Perchoir? Ouais, ils ont arrêté l'activité et en fait ils vont faire beaucoup de travaux assez immenses bientôt. Ouais. Et est arrivée cette opportunité où ils sont venus me voir moi en se disant que je pouvais être la personne qui était capable de reprendre ce truc. Et moi le lieu m'a toujours intéressé par le côté perché, un peu comme on se l'est dit tout à l'heure. Ouais. Par le côté un peu en marge, mais à la fois en marge, mais tu vois, en plein cœur des quartiers qu'on aime bien en bouffe quand même, tu vois. Donc, alors là, tu peux décrire où est-ce qu'on est? Bah on est un peu en dessous de Ménilmontant, on est dans le 11e à Paris, dans le quartier quand même le plus effervescent en bouffe, où il se passe quand même plein de choses, où t'as les plus belles ouvertures, on n'est pas très loin du Yard, on n'est pas très loin en plus bas de Septime, Cave Septime. Les Clamato, et puis t'as plein de... Du coup c'est un quartier où j'ai plein de potes dans la restauration. Ouais. Et c'est surtout un quartier où moi je vais beaucoup manger quoi. Ouais. C'est mon quartier de prédilection quand il faut aller manger un bout quoi. Et puis j'aime bien qu'ils soient un peu haut comme ça, proche de Ménilmontant, parce que je t'ai dit, c'est ce côté un peu en marge. Dans l'action mais pas complètement. Ouais voilà. Et d'en faire vraiment du coup aussi un lieu de destination. Plus qu'un truc qui serait directement dans la rue où il y a tous les restos et c'est cool. Les gens ils se déplacent quand même pour venir, ils montent au 6e et tout, donc j'aimais bien ce truc là aussi. Si tu devais résumer Tontine? Tontine c'est un projet qui est un peu atypique quand même.
parce que c'est un restaurant. On l'a imaginé comme une vraie ouverture de restaurant, donc avec identité, création du concept, d'une déco, etc. Ouais. Mais c'est un truc éphémère. Ah ouais? Et c'est pas non plus un pop-up, c'est un truc qui va durer jusqu'au 31 décembre. Le projet Tontine, il va voyager. Moi, mon ambition, c'est de le prendre et je sais pas, moi, si j'ai des amis bienveillants à Montréal qui m'aident un peu, c'est d'ouvrir Tontine ailleurs pendant un mois, 3 mois, 6 mois. En fait, c'était de créer un concept de restaurant pas physique. Ok. Et je pense que c'est possible aujourd'hui. On vit quand même dans une époque où je pense que c'est possible, parce que l'identité et les gens priment sur le lieu physique. Ouais. Donc toi, ton plus gros kiff, ça serait que Tontine aille dans un autre pays, se promène dans une autre ville. Que Tontine continue à vivre. Donc tu vois, c'est pour ça que j'ai créé deux éléments de signalétique ou d'identité un peu fort dans le resto, c'est ces totems. Ouais, exact. C'était un peu l'idée, c'était de se dire que le mot Tontine, tu vas toujours le lire, il sera lisible, mais il va s'écrire de plein de manières différentes. Donc ce sera un peu à l'image de ce qui va se passer dans ce restaurant pendant toute l'année, mais aussi de ce qui va se passer peut-être plus tard, tu vois. Julien Pham est un personnage particulier de la scène culinaire parisienne. Depuis 2017, il offre ses services aux marques et à des restaurants. Et il s'occupe de positionnement, de conseils, stratégie, et il organise des événements. Tontine est donc un projet à part, car très personnel. Je voulais savoir comment il vivait cette nouvelle vie de restaurateur, avec ses avantages et ses défauts. Mais avant ça, Julien ne m'a toujours pas dit où on allait manger. On est dans un quartier où il y a plein de trucs pour le midi et tout, mais que moi j'ai décidé de plus manger le midi. Donc je t'amène dans un truc où je vais te regarder acheter un truc à manger. C'est bon. Et je l'ai jamais fait. Mais tu sais, aujourd'hui à Paris, on fonctionne vachement en tendance. Enfin, les gens fonctionnent vachement en tendance. Bon, ok, c'est quoi la tendance actuellement? Bah écoute, bizarrement, ça fait quelques semaines, quelques mois qu'il y a ces 2-3 kebabs berlinois qui ont ouvert. Oh, donc avec des légumes dedans, tu veux dire? Ouais, donc je sais pas ce que ça donne, mais toi tu vas goûter, tu vas me dire. Mais apparemment c'est pas trop mal, c'est juste en bas. Ça s'appelle Surprise. Et comme son nom l'indique, ce sera la surprise quoi. C'est là à gauche. Donc t'es jamais allé là? C'est rare, bon, bah c'est pour ça que Bonjour, ça va? Première fois ici, alors qu'est-ce que... Un döner. Ouais, C'est ça. alright. Et ça c'est café, mais ça c'est du rhume. Du rue, ouais. Du rhume. C'est quoi votre spécialité? Döner. Allez, 2 döners. ouais, un seul, juste un. Avec frites, sans frites. Avec frites s'il vous plaît. C'est sur place. À emporter s'il vous plaît. Alors, et quelle sauce? Ketchup. On n'a pas ça. Évidemment. Sauce piquante, sauce à l'ail, sauce sirop. Bon, on prend 2 ou 3. C'est laquelle là? Les 3 ensemble, c'est le meilleur. Le 3 ensemble, sérieux? Ouais. Alright, vas-y, go. Combien je vous dois? C'est 8,50. Allez, bon appétit. Bonne journée. Au revoir, salut. Et donc c'est quoi, tu kiffes cette nouvelle vie de restaurateur? Ouais, moi je découvre un métier quand même. En fait, si tu veux, pour moi, c'était hyper important d'en arriver là à un moment donné dans ma vie, dans ma carrière, parce que ça fait quand même plus de 10 ans que je suis dans la bouffe, que j'ouvre ma gueule et tout. À un moment donné, il est aussi temps de montrer un peu, tu vois, que j'ai rien à prouver, mais je voulais quand même, pour réellement faire partie de la famille d'une certaine manière, tu vois, faut passer par là, je pense, et voilà. Donc oui, très dur à concilier parce que j'ai quand même mon boulot normal dans la journée. Alors justement, ton boulot normal. En gros, moi j'ai commencé effectivement il y a plus de 10 ans, j'avais monté un magazine dans la bouffe qui traitait de la bouffe de manière un peu alternative et du coup moi j'ai continué dans ce milieu de la bouffe parce qu'il y a 3 ans j'ai monté mon agence tout seul qui s'appelle Family First. Ouais. Et cette agence-là, c'est une agence spécialisée dans tous les sujets de la table. Il se trouve qu'on m'a demandé spontanément plein de choses. Les clients des restaurants et tout, qui ont fait appel à moi sans trop savoir ce que j'étais capable de faire. Et j'ai eu cette chance. Et du coup, ça a donné beaucoup de création de contenu, d'identité graphique, de création, de production d'événements. Mais c'est marrant du coup parce que Tontine, c'est vrai qu'il n'y a pas de marque vraiment derrière quoi. À part l'opportunité de créer un restaurant temporaire. Parce que pour moi, c'est hyper important en fait, en parallèle
de garder ma prise de parole à moi. Et ça passait à travers des événements jusqu'à présent. En fait, le restaurant, c'est juste la continuité de ça. J'ai fait plein d'événements avec plein de restaurants parisiens que j'aime, que je respecte, dont je suis client. Et la continuité logique pour moi, c'était ça, c'était d'avoir mon lieu où, du coup, tout se passe dans mon lieu. Et mon identité, ma créativité, elle s'exprime ici. Il faut expliquer aux gens que... faut expliquer aux gens que Julien est très essoufflé parce qu'on vient de se taper 6 étages en escalier. Ouais, et que je parle en même temps. Pour retourner chez Tantine. Voilà, parce que je suis claustro et que je prends pas l'ascenseur. Ah bah. Donc ça va, pour l'instant c'est cool, la réception est bonne sur Tantine. La réception est très bonne. Ouais. On est plein tous les soirs, donc ça c'est pour moi le vrai verdict, c'est ça. On a eu énormément de presse, donc je suis très content. La bonne presse, celle que je voulais en plus en tout cas. Et on n'a rien fait pour, donc c'est bon signe aussi, tu vois. C'est marrant parce que tous les restaurateurs que je rencontre, moi, ils disent tous que c'est une vie vraiment éreintante qui prend toute ta vie en fait. T'as l'impression que ta vie a été bouffée par le projet ou t'arrives encore à avoir le... C'est une grosse différence, j'imagine aussi ça. Non, si, c'est surtout mes potes qui me le disent. C'est vrai que je vois plus personne. Mais après, je l'ai décidé et puis je le maîtrise plutôt bien là. Mais le plus dur vraiment à concilier, c'est de faire mon boulot que j'ai en journée, mon boulot Family First, et la gestion du restaurant le soir. Mais c'est ça parce que pour moi il y a une différence entre aimer vraiment la culture générale de la bouffe, puis ce que tu représentes justement vraiment un passionné de ce milieu-là, et de gérer un restaurant. En fait, c'est ça que je trouve fascinant en fait, de passer de l'un à l'autre. Ça doit pas être évident. Je sais que tu as eu le côté organisationnel avec les différents événements que tu as fait et tout ça, mais... Non, c'est pas facile. Et je te dirais, là où il faut que je progresse aussi, c'est un peu dans la gestion de l'affect aussi, parce que tu vois, du coup, tu passes d'un côté où tu es jugé sur 1000 personnes. S'il y a une seule personne qui te fait un retour négatif, tu peux le prendre mal ou mal le gérer en fait. Ouais, ça doit pas être évident ça. Ouais, après bon, moi j'arrive à avoir un peu de distance, mais tu vois, pour un cuisinier, c'est des choses très difficiles à accepter. Ouais. Pour moi, qui ai comme mis beaucoup de moi et de ma personnalité ici, si quelqu'un n'était pas content, tu vois, je serais obligé quasiment de le prendre mal ou de le prendre pour moi, tu vois. Donc c'est encore des petits trucs avec lesquels je dois dealer, mais j'ai la chance que j'ai pas beaucoup de mauvais retours. Mais s'il y en a, tu vois, là, je sais pas si je suis préparé. Tu penses qu'il y a un lien avec le fait que la nouvelle génération veut se détacher du côté traditionnel de la restauration et se créer des événements, créer des restaurants éphémères? C'est beaucoup l'époque qui nous le permet, je pense. On est beaucoup plus mobile, tu vois. On est capable aujourd'hui d'aller... Enfin, pour un cuisinier, aujourd'hui, c'est peut-être un des boulots les plus mobiles qui soit aujourd'hui. Tu peux aujourd'hui, avec toute cette scène de bouffe internationale, où des gens ont un peu les mêmes valeurs, que ce soit à Montréal, Paris, New York, toutes ces grandes villes, au Japon, etc. Tu peux aujourd'hui, en tant que chef qui a un peu de talent et un minimum de réseau, te dire que tu peux aller travailler n'importe où sur Terre. C'est quand même un des trucs les plus ouf, ça. Tu vois, donc ce sera le cas pour ma sœur, je pense, l'année prochaine. Elle bougera, elle le fait aussi depuis pas mal d'années. C'est un luxe, mais c'est un des gros avantages du métier aujourd'hui. Mais c'est possible uniquement si tu n'as pas de restaurant, tu vois. Si tu as ton restaurant, tu es quand même, d'une certaine manière, un peu coincé. T'es prisonnier, ouais. Sans dire piégé, tu vois, dans ton lieu. Donc, ouvrir un resto aujourd'hui, je comprends que beaucoup de chefs se posent la question parce que c'est beaucoup de boulot, beaucoup de galères au quotidien. Pour des fois pas grand-chose, tu vois. Bon, le kebab, il est pas mal, hein. Ouais. Après, ils arrivent quand même dans un marché du kebab français qui est quand même saturé, hein. Il est saturé, mais pour moi, ils ont le même nom, mais c'est pas la même chose, quoi. Ah, c'est rien à voir. Pour moi... En fait, c'est vraiment meilleur. Parce que t'as vraiment beaucoup de légumes, beaucoup de choses, en fait. T'as pas juste de la viande, là. J'avais oublié à quel point le kebab français est tellement de base, là. Tout comme il y a un kebab berlinois, qui pour moi peut-être plus la référence du kebab, il y a un kebab parisien, quoi. Un kebab parisien, comme tu vas à Marseille, tu auras un autre kebab. Et le parisien, il n'est pas très... En janvier 2019 est sorti le livre Cantine Générale, coédité par Family First et l'agence de publicité BETC. J'ai beaucoup aimé ce livre et je voulais parler avec Julien de ce phénomène de la cantine française dans cette dernière partie de l'émission, à commencer par la genèse du livre. Il se trouve que pour moi, BETC a été connu pour une chose, Ouais. ça a été sa cantine. Oui.
En fait, au moment où ils ont investi leurs nouveaux locaux à Pantin, ils sont rapidement venus à cette idée qu'il fallait que forcément leurs employés mangent bien, dans un no man's land de la bouffe qui est Pantin encore aujourd'hui. Là où les anciens locaux de BTC étaient placés en plein 10e avec tous les restos cool du midi, là c'était quand même un peu dur de faire bouger tout le monde et de se dire qu'ils allaient y perdre au change, quoi. Donc ils sont vite arrivés à cette idée de faire une cantine avec une programmation de chef toutes les semaines, d'être sur des bons produits locaux, etc. C'est bête à dire, mais il y a au final très peu d'entreprises aujourd'hui qui fonctionnent comme ça. Et ça a fait pas mal de bruit déjà à l'époque, donc pour moi ils étaient hyper légitimes sur le sujet de la cantine. Donc ça a été le point de départ de la réflexion sur le sujet cantine et de se dire aussi que jusqu'à présent il n'y avait eu aucun livre, aucun objet éditorial sur l'idée de la cantine. Explique-moi ce que ça représente la cantine pour un Français. Tu peux pas en fait attaquer ce sujet-là sans revenir à l'enfance. Aujourd'hui le mot cantine dans la tête de tous les Français, c'est avant tout les souvenirs de cantine d'enfance, quoi. Donc c'est en fait ton introduction au goût pour la plupart et au dégoût, parce que quand tu parles de la cantine, à beaucoup de Français adultes, le premier réflexe ça va être de dire ah ouais, putain mais les épinards dégueulasses ou je suis traumatisé parce que tel et tel produit que je ne peux plus manger parce que j'ai été traumatisé à la cantine. Ouais. En fait c'est une étape tellement cruciale à la formation du palais, à la formation du goût et du dégoût chez l'enfant qui devient adolescent, qui devient adulte, que pour nous ça a été un sujet hyper intéressant immédiatement, quoi. C'est de prendre cette idée de cantine qui est du coup l'idée de manger en collectivité qui t'accompagne toute ta vie, en fait. C'est ça le sujet du livre. Ça commence à l'enfance. Donc il faut se rendre compte qu'à l'enfance quand même c'est le premier repas que tu passes en dehors de ton foyer. La première bouffe que tu manges qui n'est pas la bouffe de ta maman, de ton papa, c'est à la cantine quand même. C'est ouf. Tu vois. C'est dingue, c'est une responsabilité de dingue. C'est une responsabilité de dingue et c'est là où tout l'enjeu du manger mieux dans les cantines scolaires prend son sens, tu vois. Parce que c'est quand même fou de se dire que du coup, t'es parachuté dans ce truc où tu vas manger pour la première fois sans aucun repère, sans aucun affect, avec des gens que tu connais pas. Et ça va te forger des choses qui vont te suivre toute ta vie. Ensuite, il y a l'adolescence, et à l'adolescence, la cantine prend encore un autre sens. Il est plus social. Tu vois, on a cette image, on a fait une BD dans le bouquin qui s'appelle Clantine, parce qu'au final, c'est vachement mis et exagéré, mais mis en avant dans les films américains des teen movies, où tu vois, la cantine est décrite un peu comme la faune, où il faut trouver ta tribu, quoi. Ouais. Tu vois. T'es soit parmi les footballeurs, soit les cheerleaders, soit les geeks, tu vois, c'est un ordre établi, quoi. Et il faut trouver ta place là-dedans. Donc c'est socialement hyper intéressant, vraiment du point de vue sociologique, de se dire que la cantine à l'adolescence c'est hyper cruel, quoi. Et c'est là où du coup on a tous nos souvenirs de cantine où t'as ce plateau, où est-ce que tu vas t'asseoir, t'as peur de le faire tomber. Il y a plein de codes qui comme ça tournent autour un peu de la peur, Ouais. tu vois, à l'adolescence. Un stress. C'est quoi le plat qui revient le plus souvent en négatif dans les discussions que tu as pu avoir avec les gens? Bah pour les Français, c'est épinards, c'est les mauvais épinards en boîte, c'est la langue de bœuf. Ouais, la langue de bœuf. Ce qui est fou quand même quand tu te dis pourquoi il y avait des langues de bœuf dans la cantine. C'est fou, hein? Parce que c'est pas cher? Bah je pense que c'est forcément économique. Moi j'aime bien l'idée de t'initier aux abats et de te dire que tout se mange et tout. Mais je pense que honnêtement c'est économique et c'est aussi parce que la cantine c'était la cuisine populaire et ménagère, quoi. Donc c'était aussi des recettes traditionnelles issues de la culture gastronomique française et que la langue de bœuf. Putain, j'ai jamais remangé de la langue de bœuf en restaurant après, hein. Enfin, c'est pas comme si tu me disais ah bah oui la fameuse langue de bœuf. Ah, c'est revenu vachement, hein. Tu sais, les abats et tout, c'est vachement revenu aujourd'hui. Ouais, les abats, ouais. Ouais, la langue aussi, hein. Vraiment la langue c'est devenu un truc assez noble maintenant. Pas noble, c'est pas ça le terme, mais c'est remis au goût du jour et de bonne manière. Et c'est quoi le plat positif qui revient le plus? Les frites. La journée des frites, hein. Bah, les frites c'était un peu la récompense dans une semaine pour beaucoup de gens qui étaient à la cantine, tu vois. C'est aussi la solution de facilité, hein, pour le cuistot de cuisine. Moi j'ai pas été à la cantine pendant les années collège, mais j'ai été aux années lycée.
Et je me souviens qu'à un moment donné, il y avait ce programme de repas toute la semaine, un peu varié, machin et tout. Et à un moment donné, ils ont totalement abandonné. Ils ont fait allez, vas-y, steak frites tous les jours. Mais c'était steak frites tous les jours, vraiment. C'était une option. Mais du coup, pour tous les gens, enfin pour tous les élèves, c'était clairement steak frites. Quand t'as changé entre steak frites et petits pois carottes, je peux te dire que. C'est quoi les autres sujets que vous abordez un peu par rapport à l'enfance? Je vois les gobeurs de Flambie, les batailles de bouffe. Il y a beaucoup de codes en fait qui sont reliés à la cantine. On a appelé ce truc la code cantine parce que il y a plein de codes, il y a le troc, le rab. Le mythe du Duralex, Ouais, le fameux Duralex. quel âge tu as dans le fond du verre Duralex. Parce que c'est une époque qui marque quand même, c'est pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, mais ça te marque comme offert quoi cette époque. Tu vois, tout ce qui te passe, tout ce qui se passe à cette table-là, à ce moment-là, tu en gardes soit des souvenirs très affectifs, soit des traumatismes. Parce que c'est des choses nouvelles qui t'arrivent. Et c'est marrant qu'il y ait des codes, des implicites en fait entre les élèves. Que je pense pas, ils ont été vraiment très pensés par les gens qui ont créé ces cantines-là. Et qu'il y a des choses qui se sont créées et qui se repassent de génération en génération qui sont quand même plutôt fascinantes par rapport au monde de la cantine. Bah, c'est beaucoup lié aussi au rapport entre les gens, tu vois. Dans une cantine, c'est juste la traduction un peu de la vie en société avec plein de gens différents et plein de gens de caractères différents. Donc il y a aussi les gens qui gueulent plus fort qui vont initier une bataille de bouffe. Il y a le petit malin qui va jouer beaucoup du troc. Il y a les gros mangeurs qui vont prendre du rab et tout. Enfin, je sais pas, c'est juste la traduction de tout ça, quoi. Fait que tu as essayé de référencer tout ça dans ce livre. Et tout ça a une continuité aussi dans le monde du travail. Tu vois, quand je te disais que le livre il traite du mangeur collectivité qui t'accompagne toute ta vie, c'est valable aussi dans le monde du travail. Après, le mot cantine, il prend une autre signification. Le mot cantine, à l'âge adulte, il s'ouvre vachement, tu vois. C'est ça qui m'a vachement plu aussi, c'est que le mot cantine, il va vouloir dire aussi, bon alors soit ta cantine au boulot, mais il va aussi dire ta cantine de quartier, parce que tu y vas souvent, c'est pas très cher, tu sais ce que tu vas y trouver, et que t'as tes points de repère là-bas, donc c'est ta cantine, ça devient ta cantine. Donc et là ça s'ouvre aussi au milieu un peu foodie, où du coup les codes de la cantine sont vachement exploités par les restaurants aujourd'hui pour te ramener cet affect que tu as, tu vois, transformer tous ces petits affects que tu avais étant gamin et les traduire aujourd'hui par une déco, une manière très simple de manger, un retour à des plats que tu aimais bien ou que tu n'aimais pas, mais que tu vas retrouver de manière positive aujourd'hui. Des produits simples, une lecture très lisible d'une carte hyper courte, des grandes tables, tu vois, les grandes tables d'hôtes, c'est aussi un retour à ça, tu vois. Donc il y a beaucoup de restaurants qui jouent vachement dans la convivialité cantine, un petit peu. Merci énormément à Julien Pham pour son temps et sa confiance pour ce hors-série de La Bouche Pleine. Donnez votre avis sur cet épisode un peu spécial sur l'Instagram de l'émission @La Bouche Pleine podcast. Et dites-moi si vous aimeriez écouter plus d'épisodes différents comme celui-ci. Merci aussi au restaurant surprise de la rue Oberkampf, c'était délicieux. Ce podcast est indépendant et n'existe que grâce à votre soutien. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, ainsi que sur les médias sociaux. Identité sonore par Clément Leduc et Gabriel Gagnon. Identité visuelle de Tirsa. Merci 1000 fois pour votre écoute et rendez-vous au prochain épisode de La Bouche Pleine, le podcast qui fait parler l'enfant derrière chaque chef.